Strauss, le Struma, le Theodor Herzl, l'Exodus 47, le Radna-Senesh, l'Altalena, le Hama-Apil. Autant de bateaux, Autant d'histoires singulières, autant d'aventures, une épopée extraordinaire vécue par des pionniers que rien ni personne ne pouvait décourager. la Brecha, histoire de l'immigration clandestine des Juifs vers la Palestine, 1934-1948. Un feuilleton conçu et réalisé par Laurent Lopez et Gilles Rosier, Avec le soutien de la Fondation Doron. Comme l'a expliqué Denis Sherbit hier dans la première émission, l'organisation de l'immigration clandestine vers Eretz Israël s'est mise en place suite aux restrictions à l'immigration juive imposées par la puissance mandataire anglaise à partir de 1930 et suite également à l'avènement d'Hitler en Allemagne en janvier 1933. Il fallait pouvoir rentrer en Palestine un maximum de juifs avant qu'il ne soit trop tard. Les sionistes de gauche, dirigés par David Ben Gourion, sont tout d'abord partisans d'utiliser à fond la carte diplomatique pour arriver à leur fin. Vladimir Jabotinsky n'est pas d'accord avec cette optique et prône dès 1932 l'aventurisme en encourageant les jeunes à se dérober au règlement, notamment en matière d'immigration vers la Palestine. C'est ainsi qu'en 1932 et 1933, 20 000 personnes, principalement originaires de Pologne et issues du mouvement révisionniste, contourneront le règlement pour entrer en Palestine. Certains entrent avec un visa de touriste et se fondent ensuite dans la population. D'autres profitent de leur statut d'étudiant en Palestine pour disparaître dès la fin des examens. D'autres, enfin, contractent des mariages blancs pour profiter des droits de résidence de leurs faux conjoints. À partir de 1934, c'est le Bétar, mouvement révisionniste créé par Jabotinsky, qui affrètera les premiers bateaux pour tenter de forcer le blocus anglais. En juillet 1934, le Vélos part du Pirée, avec 350 immigrants clandestins originaires de Pologne, et débarque quelques jours plus tard ses passagers, qui gagneront la plage de Natania à la nage. 2 personnes périront noyées. Le Vélos fut le premier d'une dizaine de bateaux affrétés par le Bétar de 34 à 38. Le Bétar se chargeait de l'organisation des convois, et l'Irgun avait pour tâche de débarquer et réceptionner les immigrants clandestins. Mais les activistes du Bétar font trop souvent passer leur détermination avant la sécurité des passagers transportés. Les embarcations sont de vieilles carcasses qui prennent l'eau, et l'organisation est telle que les stocks de nourriture ne sont pas suffisants pour tout le voyage. Les sionistes de gauche désapprouvent l'initiative aventureuse du Vélos et celles qui suivront, croyant plus à un assouplissement de la politique britannique. Mais Ben Gourion sera obligé de se rendre à l'évidence que l'Angleterre n'est pas prête à assouplir sa politique. Il décide en 1938 d'occuper le terrain de l'immigration clandestine pour proposer aux candidats une alternative à l'aventurisme du Bétar. C'est ainsi que le Mossad, les Aliyah-Bet, l'organisation de l'immigration clandestine, sera créée par la Haganah. Au cours de l'été 38, Moshe Haverbourg et Pino Ginsburg, 2 membres de la Haganah de Palestine, sont envoyés dans l'Europe occupée par les nazis. Le premier se rend à Vienne et rencontre Eichmann pour négocier la fuite des Juifs d'Autriche. Le second part pour Berlin, afin d'essayer de sauver les Juifs d'Allemagne. Les 2 émissaires arrivent à un premier résultat, certes maigre, et au début de 1939, un premier convoi transporte 180 Juifs berlinois et 170 Juifs viennois, qui embarquent à bord du Colorado munis de visas pour le Mexique. Une fois le bateau en haute mer, le Mossad transfère les passagers sur un bateau plus léger, l'Otrato, qui doit gagner secrètement la Palestine. La traversée se fait sous la direction de Levi Schwartz, qui avait déjà dirigé les premiers bateaux clandestins affrétés par l'Irgun dès 1936. Les passagers débarquent sur la côte palestinienne, mais sont appréhendés par les Anglais et sont jetés en prison. Ensuite, ce sont des dizaines de bateaux affrétés par le Bétar ou par le Mossad qui tenteront d'arracher quelques centaines de Juifs aux griffes des nazis. Les Allemands acceptent de laisser partir les convois de Juifs car c'est pour eux un moyen supplémentaire de nuire aux Anglais en ravivant le conflit entre Juifs et Arabes en Palestine. Mais les Britanniques se montrent draconiens et la plupart des bateaux ne parviennent jamais au but qu'ils rêvaient d'atteindre. En 1939, les quotas d'immigration sont encore réduits par l'Angleterre, par un nouveau livre blanc à 75 000 personnes pour les 5 années à venir, chiffre dérisoire face aux 10 millions de Juifs européens aux abois. Il fut donc décidé d'intensifier l'immigration clandestine, et les dirigeants sionistes se trouvaient devant un dilemme. Il fallait aider l'Angleterre à combattre l'Allemagne nazie, mais combattre l'Angleterre pour son attitude vis-à-vis de la Palestine. C'est ce dilemme qui donna lieu, lors de la déclaration de guerre, à la fameuse phrase de Ben Gourion.
Nous combattrons Hitler comme s'il n'y avait pas de livre blanc, et le livre blanc comme s'il n'y avait pas Hitler. Entre-temps, la guerre a éclaté et les émissaires du Mossad et de l'Irgun redoublent d'ardeur pour sauver les Juifs d'Europe. Malheureusement, peu de bateaux arriveront à débarquer leurs passagers sur les rives de Palestine. Dans le meilleur des cas, les passagers sont emprisonnés en Palestine. Dans le pire, ils périront en mer, comme ce fut le cas de ceux du Struma en 1941. La troisième solution est la déportation à l'île Maurice, comme c'est le cas des passagers de l'Atlantique en octobre 40. Le 12 décembre 41, 769 Juifs des Balkans parviennent à quitter la Roumanie à bord du Macedonia, affrété par le Betar. Le bateau est ensuite rebaptisé le Struma et bénéficie d'un pavillon de complaisance panaméen. Mais une fois en haute mer, l'équipage et les occupants du bateau se rendent compte que celui-ci n'est pas en état de naviguer. Ils finissent pourtant tant bien que mal à traverser la mer Noire et à gagner Istanbul. Les autorités refusent de laisser débarquer les occupants, qui sont contraints de passer 2 mois à bord quasiment à court de nourriture. Malgré les supplications de l'agence juive, les Britanniques refusent d'accorder des visas d'entrée en Palestine aux immigrants en détresse. Le 23 février, la police maritime turque remorque de force l'embarcation pour la renvoyer en haute mer en direction de la Bulgarie. Le 24 au matin, le Struma sombre. Il n'y aura qu'un seul survivant, dont voici le récit. Le 23 février, les policiers turcs ont voulu attacher le Struma à leur bateau, soi-disant pour le contrôler et le nettoyer. Mais quelqu'un nous a dit qu'on allait nous renvoyer en Bulgarie. Alors une panique s'est produite à bord, et les passagers ont empêché les policiers de monter. Peu de temps après, des canots sont venus encercler le bateau. 80 policiers turcs prennent pied de force sur le pont et livrent une véritable bataille rangée aux passagers qui tentent de s'y opposer. Ils réussissent à attacher le bateau à un remorqueur. Tard dans la soirée, nous sommes parvenus en mer Noire, à 5 kilomètres de la côte. Le lendemain, leur bateau nous a lâchés en haute mer, sans carburant, sans eau, sans nourriture. Le capitaine m'a dit que nous nous trouvions encore dans les eaux territoriales turques. La mer était calme, le bateau ne bougeait plus. On était en train d'essayer de mettre le moteur en marche. À 9 heures, une terrible explosion me projeta par-dessus bord. J'ai vu d'autres passagers tenter de se sauver, des passagers faire des signes SOS avec des draps. Je me suis accroché à une planche, et j'ai vu le bateau sombrer. À midi, je me suis aperçu de ma solitude complète. Heureusement, je portais une veste en fourrure qui m'a protégé du froid. À l'approche du soir, j'ai trouvé une planche plus grande sur laquelle j'ai pu me hisser. Autour, je voyais flotter des cadavres. Au lever du jour, un cargo croise à mon horizon. Je hurle tant que je peux. Les gens de l'équipage me montrent de la main quelque chose sur la mer. Un canot de sauvetage qui va à ma rencontre. Des matelots turcs me recueillent. J'ai ensuite été considéré comme un interné politique menacé d'extradition en Roumanie. Je n'ai été libéré que le 23 avril 42. ישנם גרנטינים גרמנים בארצות הברית, באנגליה, ברוסיה ובשאר הארצות. דרשו להחליף אותם יהודי פולניה וליטא ושאר ארצות הגרדום הנאצי. תנו לצאת לכל היהודים שיש ביכולתם לצאת מהתופת הנאצי. ואל תזכרו בפניהם מזלתותיכם. והוציאו את ילדי ישראל, את העוללים והיונקים, אשר עדיין לא יודעים אולי שהם יהודים ובגלל החטא הזה הם ירמסו. הוציאו אותם מפולניה ומגיא הריגה. כל עוד לא נטבחו. תכניסו אותם לארצות הניטרליות. תכניסו אותם לארצותיכם. תכניסו אותם הנה למולדתנו. 500,000 יהודי ארץ ישראל יאמצו בשמחה ובמסירות את ילדי הגטו. Vous venez d'entendre David Ben-Gourion qui, le 30 novembre 1942, annonce qu'il faut tout faire pour sauver les Juifs d'Europe et que les 500 000 Juifs de Palestine sont prêts à les accueillir à bras ouverts. En octobre 40, l'Atlantique embarque à l'entrée du delta du Danube, en Roumanie, des immigrants en provenance de Vienne, de Danzig et de Prague. Lili Spitzer était de ceux-là et nous raconte à présent son épopée inouïe.
Lili Spitzer, vous étiez à Prague lorsque la guerre a éclaté. Que s'est-il passé lorsque les Allemands ont envahi la Tchécoslovaquie? Je me rappelle, j'étais au lit et mon cousin est entré dans la chambre et il m'a dit « Les Allemands sont venus, voilà ». Alors certainement on s'est habillé et on ne savait pas quoi faire et je sais les voisins sont venus et les parents et toute la famille a discuté quoi faire maintenant. Bien qu'on s'y attendait, alors quand c'est venu, on n'y était pas préparé. Alors le plus important était pour la famille de faire les jeunes, de sauver les jeunes gens, d'essayer de leur faire quitter le pays. Bien qu'ils ne savaient pas ce qu'il va arriver à eux, ils ne savaient pas qu'on allait les tuer naturellement. Mais les jeunes, ils les croyaient plus en danger que les vieux. Et moi, qui étais organisée dans un mouvement de jeunesse sioniste, je suis allée rejoindre mon groupe en Moravie. Là, on vivait dans une commune pour nous préparer pour la vie en Palestine. On était à peu près un groupe de 20 gens, garçons et filles, tous des vieux amis d'enfance. C'était très très gentil. C'était une expérience très gaie vraiment. Et on allait travailler dans les fermes des alentours pour nous habituer au travail manuel. Le travail était très très dur, très difficile, mais ça nous faisait assez plaisir. Mais déjà, on sentait l'influence des Allemands. Par exemple, on ne pouvait pas quitter la maison après 8 heures du soir. Et après 6 mois, on a reçu le permis du Hechalutz. Maccabi Hechalutz, c'était le nom du transport sous lequel nous devions aller en Palestine, qui nous a dit de venir à Prague régler nos papiers parce que déjà le transport est prêt et qu'on va quitter la Tchécoslovaquie et qu'on va partir. Et nous sommes allés à Prague pour régler nos papiers. C'était très difficile et c'était aussi très cher parce que tout coûtait un tas d'argent et les familles n'en avaient pas parce que les fortunes étaient confisquées. Et ce qui était le plus difficile, c'était que tous devaient passer par la Gestapo et se laisser humilier par les employés de là-bas et recevoir le dernier et le plus important permis de la Gestapo. Vous avez donc quitté Prague. Que s'est-il passé ensuite? Nous nous sommes embarqués dans un train et nous avons quitté la frontière de la Bohème, et de la Moravie, et nous sommes entrés en Slovaquie, qui était alors un État indépendant. Et sur la frontière, la police nazie de la Slovaquie nous a arrêtés, nous a dit que nous étions arrêtés et que le temps que nous allons passer en Slovaquie, nous resterons arrêtés. Et ils nous ont fait entrer dans un petit hôtel qui était près de la gare et qui était vraiment un hôtel pour des célibataires et qui avait quelques chambres, disons, pour 20 personnes ou bien pour 30 personnes. Et ils nous ont enfermés là-bas. Nous étions 350 personnes, je crois. Les hommes étaient dans une salle, ils étaient couchés sur des planches, et nous, les femmes, nous étions dans des autres salles. Nous étions 2 femmes dans un lit, et les conditions étaient très mauvaises, et l'hiver était très très froid, et le Danube s'est couvert de glace, et comme nous avons pensé y rester en Slovaquie 2-3 jours, et nous devions rester 9 mois. 9 mois. Le Danube était glacé, on ne pouvait pas partir, et puis il n'y avait pas de bateau.
si c'était la faute du Hechalut, si c'était la faute du Maccabi, si c'était la faute des organisations sionistes de Genève qui téléphonaient tout le temps. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait rien, et les Slovaques ne voulaient pas nous garder, et ils voulaient nous renvoyer sur la frontière allemande ou bien sur la frontière polonaise. Et il y avait un jour où nous étions debout, habillés, avec nos valises dans nos mains, pour partir. Et au dernier moment, c'est les Juifs de Bratislava qui nous ont sauvés, qui ont payé et payé tout le temps pour nous sauver. Heureusement pour nous, parce que il n'y avait c'était déjà l'été, l'automne commençait déjà, il n'y avait pas encore de bateau, et les Slovaques voulaient se débarrasser de nous. Heureusement, les Allemands sont allés prendre en Bessarabie des nationaux allemands, et ils ont consenti de nous mener au delta du Danube et retourner avec les Allemands en Allemagne. Et c'est de cette façon nous pouvions quitter l'Europe. Alors nous sommes embarqués sur 3 navires avec le drapeau nazi et nous sommes descendus jusqu'au delta du Danube à Sulina. Vous vous rappelez le nom des 3 bateaux? C'était Schönbrunn, Uranus et Saturne. Voilà. C'était des petits navires très gentils qui, au temps de paix, conduisaient les touristes sur le Danube, en jouant des valses de Strauss. Arrivé au delta du Danube, que s'est-il passé? Là, nous attendait quelque chose d'horrible, qui devait être un navire et qui s'appelait l'Atlantique. C'était un navire pour transporter des marchandises, pas un navire pour transporter des gens. Et il y avait là de la place, disons, pour 300 personnes, je ne sais pas au juste, mais à peu près. Et combien étiez-vous sur l'Atlantique? On était à peu près 1500. On était tellement serrés comme des sardines dans une boîte, disons. Le ravitaillement était il y avait presque rien à manger. Enfin, pour la première semaine, ça allait, mais après, on recevait une soupe par jour et une tasse de thé, un peu de thé le matin et le soir. Combien de temps a duré la traversée? La traversée a duré 3 mois. C'était une traversée qui aurait dû durer 6 jours à peu près. On est allé assez paisiblement jusqu'à Constantinople. Et mais plus on avançait, plus les marins et le capitaine n'avaient pas envie de continuer. Ils n'avaient pas pour plusieurs raisons. Ils savaient que s'ils arrivaient en Palestine, on les arrêterait et ils seraient mis en prison. C'était une des raisons. Deuxièmement, la guerre entre l'Italie et la Grèce a commencé et c'était de plus en plus dangereux de continuer. Alors, nous avons navigué nous sommes arrivés jusqu'à Héraclion, jusqu'en Crète. Et là aussi, les Juifs qui habitaient l'île nous ont beaucoup aidés avec les vivres et nous ont apporté toutes sortes de l'eau certainement et du pain et des vivres. Et ils nous ont aussi vendu ou bien donné du charbon. Et du moment où nous avons quitté l'île de Crète, avec ce très cher charbon, alors les matelots avec le capitaine, ils ont jeté ce charbon pour ne pas continuer le voyage, ils l'ont jeté à l'eau. Pour continuer ce voyage, parce que nous n'avions pas où retourner, c'était impossible de retourner, aussi quand nous étions déjà à Héraclion, alors l'île était bombardée.
et par les Italiens, je crois, ou bien par les Allemands, je ne sais plus. Et le capitaine avec ses matelots se sont sauvés. Après, ils sont revenus de nouveau. Et ils ont continué avec nous, mais ils ont jeté ce charbon à l'eau. Et nous, pour faire continuer le bateau, pour le faire marcher, nous avons commencé à arracher les planchers, à brûler le mât, à brûler les chaises, les tables, tout ce qui était en bois, on le brûlait. On était déjà sans vivre, on n'avait plus rien à manger, on n'avait presque rien à boire. Et aussi, il y avait une épidémie de tifs qui a éclaté parmi ceux qui n'étaient pas inoculés, vaccinés, qui n'étaient pas vaccinés. Alors, et comme c'était très serré ce bateau, je ne peux pas vous le décrire, c'était comme un enfer. Alors nous étions sans eau, sans vivre, sans mât, sans savoir où nous nous trouvions, sans rien. Pendant la route, Lily Spitzer et les autres occupants du Pacifique, affamés, croisent 2 bateaux anglais et leur envoient des signaux. Mais les Anglais refusent de leur venir en aide, et l'Atlantique doit continuer son errance, ayant perdu tout espoir d'être secouru. Et soudain, la terre apparaît. Ils ne savent pas quelle terre, la Turquie, Eretz Israël ou une autre. En fait, c'est Chypre. Les passagers reprennent espoir. Le bateau est ensuite escorté jusqu'à Haïfa. À Haïfa, les Anglais leur expliquent qu'ils seront transférés sur le Patria pour être mis en quarantaine, en même temps que les occupants de 2 autres bateaux, l'Hélios et le Pacifique. Alors, les gens de la Hélios et de la Pacifique sont montés sur la Patria, et nous nous préparions aussi de nous embarquer sur la Patria. Alors, on était sur le pont, et tout d'un coup, elle a chaviré, et elle a sombré. Mais c'était tellement vite qu'on ne croyait pas que ça puisse arriver quelque chose de comme ça. Et on s'est dit, tiens, voilà, la Patria, elle n'y est plus. On riait, mais elle n'est pas là. Elle a disparu, la Patria a disparu. Et puis on voyait des gens qui se débattaient dans l'eau. Vous savez, il y avait 300 noyés sur la Patria. L'histoire du Patria est une tragédie. En fait, les passagers devaient être transférés sur le Patria pour être déportés à l'île Maurice. Les hommes de la Haganah le savaient et décidèrent de faire sauter son moteur pour empêcher le départ. Mais la charge d'explosifs est trop forte et le Patria sombre en 12 minutes. Il y aura 202 victimes et 1600 rescapés qui seront internés à Atlit, à côté de Haïfa. Les occupants de l'Atlantique, dont Lily Spitzer, sont tout d'abord internés à Atlit, eux aussi, puis transférés sur d'autres bateaux en partance pour l'île Maurice. Les internés d'Atlit décident de faire la grève et de se cramponner, tout nus à leur lit, pour refuser de quitter la Palestine. Mais les policiers anglais les battent jusqu'à ce qu'ils cèdent et les expédient dans les bateaux. Ils ne nous ont pas laissé prendre les valises, par exemple, oui, par méchanceté. On est parti comme on était. Sans rien, absolument sans rien. On nous a pris même les lettres de nos familles, nos papiers, nos documents, nos valises, nos malles, tout. On est parti comme ça, sans brosse à dents, sans rien. Et ils nous ont menés dans des voitures militaires jusqu'au port. Et là, il y avait 2 grands bateaux, 2 grands navires hollandais. L'un s'appelait le Johan de Witt et la New Zealand, et on nous a embarqués sur des bateaux. Et comme punition aussi, il fallait descendre dans le fond du bateau, il ne fallait pas monter sur le pont, il faisait très chaud, et seulement plus tard. Et aussi, on s'est amusé à nous humilier, on nous a coupé les cheveux, on nous a flétés, on n'était pas tellement sales que ça, oui. Et, qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait quelque chose de très très vilain. C'était un navire pour troupes. Alors les cabinets étaient ouverts. C'était des bancs, un à côté de l'autre. Alors ils ont fait entrer les femmes et les hommes ensemble. Oui. Ou bien ils ont mis les soldats dans les salles de bain.
Mais c'était les premiers jours. Hein. Ils étaient très fâchés à cause de la patria. Quand est-ce que vous avez su finalement que vous alliez à Maurice? Et ça s'est raconté, vous savez, lentement, on nous a dit, alors ne soyez pas tellement tristes, vous allez à Maurice. Maurice, c'est beaucoup plus joli que la Palestine. Ne vous en faites pas. Oui, il y en avait aussi des gentils qui nous racontaient. Après, on pouvait déjà monter sur le pont. Nous avons l'air terribles. Les hommes ont quitté les athlètes et la Palestine seulement avec une couverture. Ils n'avaient rien à mettre. Alors, les femmes leur donnaient des petites culottes en soie, ou bien on était presque nus, on n'avait rien, mais enfin, après 3 semaines, on est arrivé à Maurice. L'île était très belle, mais nous étions dans une vieille prison. Les hommes étaient emprisonnés dans une vieille prison du temps de Napoléon. C'était un terrain entouré d'un grand mur où il y avait 2 bâtiments de 3 étages et une prison, voilà. Et les hommes vivaient là-dedans, seulement que les portes des cellules n'étaient jamais fermées. Et nous étions aussi c'était le terrain de la prison, et on habitait des huttes en fer blanc ondulé, on dit ça, qui avait une porte, une fenêtre, mais pas de vitres, seulement des battants. Est-ce que vous saviez à l'époque que vous sortiriez un jour de cette prison? Nous avons écrit un tas de lettres et les Anglais nous ont répondu avec une très belle phrase. Vous serez à Maurice during His Majesty's pleasure. Voilà. Et nous sommes restés là-bas during His Majesty's pleasure. Et après la guerre, on a quitté. Après la guerre, ils ont décidé de nous renvoyer en Palestine. Le parcours de Lili Spitzer et des autres fugitifs de Tchécoslovaquie aura duré 6 ans. Comme la plupart de ses compagnons, Lili a perdu toute sa famille qui fut déportée et exterminée par les nazis. L'histoire du Patria et de l'Atlantique fut une des dernières épopées de l'Aliyah clandestine avant la fin de la guerre. À partir de 1941, les Allemands avaient décidé de la solution finale et ne laissaient plus sortir les Juifs d'Europe. Il faudra attendre la libération pour que l'organisation puisse à nouveau établir des structures. Demain, Henri Bulavko nous décrira le désordre de l'après-guerre et l'état d'esprit des rescapés de la Shoah. Puis, nous verrons les structures établies par l'Aliyah Beth dans toute l'Europe.